La protection de l'enfance. Bonjour Alexandre, Bonjour. alias Siegfried. On expliquera après pourquoi Siegfried. Cette interview est particulière à plus d'un titre, pour moi notamment. D'abord parce que pendant ces 10 dernières années où nous avons été famille d'accueil, tu es celui qui est resté le plus longtemps chez nous. Et puis je parle de toi dans l'essai « Comment j'ai rencontré ma fille » sous le pseudonyme justement de Siegfried, que tu avais choisi toi-même, raison pour laquelle ça te fait sourire. Donc ceux qui l'ont lu, l'essai « Comment j'ai rencontré ma fille » ou qui le liront pourront mettre un visage sur le fameux Siegfried, parce que c'est comme ça que je t'appelle dans cet essai. Donc un peu de contexte, tu es arrivé chez nous quand tu avais 15 ans, en même temps que ta sœur qui en avait 12, et tu es resté 5 ans. Et ça fait que quelques mois que tu es parti en fait. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience d'ex-enfant placé, qui pourrait être mise en lumière par celle de ton père, qui a également accepté de témoigner de son statut, j'ai envie de dire, de parent d'enfants placés, et qui sera également mise en lumière par celle de ton frère aîné, qui est là, actuellement, dans la pièce, et que je vais interviewer juste après toi, parce qu'il a eu un rôle particulier dans votre famille. Donc la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter. Oui. Comme moi, c'est Alexandre, j'ai 21 ans, et que dire de plus, je suis enfant ex-placé, on peut dire ça comme ça, je pense. Tu es dans quelle région ? Je suis en Bretagne, toujours, pour D'accord. l'instant. Et ce qui serait bien, c'est que tu précises un petit peu la structure familiale. Parce que ton père l'avait fait, mais ce serait mieux de le rappeler. Je suis le troisième enfant d'une fratrie de 4, donc de 2 frères et une sœur. D'accord. La sœur dont on a parlé, puisqu'elle a été placée dans notre famille, on l'a accueillie dans notre famille en même temps que toi. Pour faire simple, donc tu avais 15 ans quand tu es arrivé chez nous et tu étais en 3e de mémoire. Oui, c'est ça. D'accord. Enfin, tu sortais de 3e et tu rentrais en seconde. Oui, c'était juste le passage entre la 3e et la seconde. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as été placé ? J'ai été placé parce que dans l'environnement familial, il n'était pas sain pour nous. On avait un père alcoolique, donc très compliqué pour nous, pour tout ce qui est vivre tout simplement avec lui voilà. La vie de tous les jours. Ouais, dans la vie de tous les jours, tout simplement. Comment tu as vécu ton arrivée chez nous ? C'est-à-dire, dans quelles circonstances tu arrives ? La première rencontre, est-ce qu'il y a de l'appréhension ? Au début, toujours, parce que on découvre un nouveau milieu familial, quoi. Et moi, première rencontre avec vous, ça m'a pas trop dérangé, parce que vous aviez l'air sympathique, il n'y avait pas d'a priori, etc. Vous étiez de bonne humeur, vous n'avez pas peur, quoi, tout simplement. C'était un peu chaleureux, quoi. Et sinon, comment je l'ai vécu ? Au début, j'étais un peu dans l'incompréhension parce que forcément un placement, on prend ça d'un coup et on comprend pas. Mais au final, moi je l'ai bien vécu. Alors je vais préciser ma question parce qu'en fait, la première fois qu'on te rencontre avec ta sœur, on est dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un relais, dans le sens où c'était un peu particulier pour vous, parce que le placement avait déjà été ordonné par le juge depuis plusieurs mois, sauf que, comme dans bien des situations, il n'y avait pas de place à ce moment-là, donc vous avez attendu plusieurs mois avant d'être réellement accueilli en famille d'accueil. Et en plus, c'est pas immédiat, parce que la première fois qu'on vous voit, c'est au cours de l'été 2018, de mémoire, et vous venez parce que, justement, votre père fait une cure. Donc vous venez en 2 séjours, 15 jours en tout, au cours du mois de juillet-août. Mais là, il n'est pas vraiment question que vous veniez chez nous à long terme, donc ça se passe bien, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, tout se passe à peu près bien. Enfin, je me souviens qu'effectivement, comme tu le dis, les tout débuts, les premières rencontres, il y a toujours un peu d'appréhension, ce qui est logique. Mais ce séjour-là va faciliter les choses, puisque finalement, avec mon épouse, on se pose la question, parce qu'on a compris pendant ces 15 jours-là que vous étiez en attente d'une famille d'accueil, et on se dit, ils ont l'air bien sympathiques, ces enfants-là, on va les prendre. Et donc vous arrivez juste après la rentrée. Et là, je me souviens que c'est pas la même histoire.
C'est-à-dire que quand je vais vous chercher chez vous, dans la ville où vous êtes, ville-village où vous êtes, il y avait eu comme une espérance que finalement ça ne se fasse pas, quoi, que ça fait plusieurs mois que le jugement est prononcé. Et là, quand je vais vous chercher, on n'est plus à la rigolade. D'abord, c'est plus l'été, on est 2 jours avant la rentrée, et puis ça se fait un peu rapidement, finalement, entre le moment où nous, on a dit « Ok, on les prend », et puis le moment où on vous l'annonce, je me souviens que là, il n'est plus vraiment question de sourire, quoi. Votre papa est là, ça se passe à la mairie, parce que, comme bien souvent, ils ont choisi un lieu neutre. Et puis là, vous repartez avec moi, il faut vous inscrire à l'école très rapidement. Alors toi, c'est déjà fait, parce qu'il se trouve que tu as eu un accueil chez nous simple, dans la mesure où tu n'étais pas tout le temps là. Oui. Tu étais interne, on te voyait le week-end, ce qui fait que finalement, tu n'avais pas beaucoup à nous supporter. Oui, c'est vrai que... Donc ça aide pas mal. Ce qui n'est pas le cas de ta sœur, qui peut-être un jour, pour l'instant je ne peux pas lui poser la question, mais peut-être un jour elle voudra bien témoigner de son expérience aussi, mais elle reste toute la semaine, ce qui n'est pas pareil. Oui. Et en plus elle est plus jeune, ce qui est potentiellement plus difficile à vivre. Comment tu vis l'arrivée chez nous ? Comment ça se passe ? Au début, notre arrivée, donc, c'était pour les vacances. On est resté 2 semaines chez vous, et au début, nous on pensait que c'était juste pour calmer le jeu un peu, qu'il s'occupe un peu plus de papa et que comme ça il a ça en moins avec lui pour s'occuper de sa propre santé. Parce qu'à ce moment-là, il était en cure. Il entamait, il me semble, une cure, une des premières je pense. Et donc nous on pensait que c'était pendant une durée de 2 semaines, quoi. C'est juste nous on arrive chez vous, puis voilà, quoi. Parce qu'il n'est pas là et qu'il faut que quelqu'un s'occupe de vous. Ouais, mais vous savez à ce moment-là qu'il y a un jugement qui a ordonné le placement ? Nous, non, on n'a jamais été mis au courant. Vous n'étiez pas à l'audience ? Sur les premières audiences, non. Donc en fait, quand l'été arrive, vous n'êtes pas au courant qu'il y a une demande de placement, en fait ? Non. Ça me paraît dingue, en fait, que vous n'ayez pas vu le juge des enfants qui vous ait dit « j'ordonne je prends telle décision ». Il y a eu des audiences avant, quand même, vous avez été vu au tribunal. Je sais même plus si... Parce que moi, les dernières audiences que je me rappelais, c'était quand papa était pas venu, quoi. Et il n'était pas venu à l'audience ? Non, non, parce qu'il... Et notre référent, à ce moment-là, il devait aller le chercher, et vu son état, il l'a laissé à la maison, quoi. D'accord, ok. Mais du coup, vous allez quand même à l'audience ? Oui. On vient vous chercher, ton référent vient te chercher, ton éducateur vient te chercher, et vous allez à l'audience devant le juge. Oui. Mais on vous prévient bien des raisons pour lesquelles il y a une audience. Personne ne vous dit c'est pour éventuellement décider que vous soyez placé. Ou tu ne t'en souviens pas ? Ça, je ne sais plus du tout. La décision de placement, elle date de bien avant ça. Moi, j'ai vu quelques papiers, quelques documents judiciaires que m'a passé ton père. La décision de placement, elle date de bien avant l'été. Elle date de avril, mai, je ne sais plus. Donc, avant que vous arriviez chez nous, tu n'as pas de souvenir, en tout cas, d'avoir vu le juge et qu'on vous ait dit qu'il y avait placement. Donc, en fait, quand vous venez l'été, vous savez pas, en fait, quelque part, c'est pour soulager votre papa, parce que de toute façon, il n'est pas là, quoi. D'accord ? Et donc, effectivement, je viens vous chercher quelque chose comme le 30 août. Oui. 15 jours après que vous soyez venu, déjà une quinzaine de jours chez nous. Et là, moi, je viens vous chercher définitivement, quoi. Quelque part, là, c'est un placement. Enfin, clairement, c'est comme ça que ça nous est annoncé. Vous allez être accueillis chez nous pour l'année scolaire et plus, enfin, en tout cas, pour toute la durée du jugement. Et là, du jugement de placement. Et donc, parce que moi, je me souviens bien que vous faites la gueule, le jour-là. Hein. Clairement, ça pleure, quoi. Ah oui. Ça pleure, et ton père, il n'a pas l'air non plus d'être... il est surpris, au minimum. Oui, parce qu'on n'était pas du tout au courant qu'à cette date-là, en fait, on partait définitivement de chez notre père, quoi. Nous, on s'était levé 1h30 avant, et nous, on faisait notre journée de week-end tranquille, quoi. Et on nous dit, il y a un rendez-vous à la mairie, qu'on s'habille, on y va, puis au final, on te voit toi, et qui dit, du coup, je viens vous récupérer. Et nous, on ne comprend pas.
parce que nos sacs sont pas faits, enfin on n'a jamais été mis au courant qu'à cette date-là, on partait définitivement en famille d'accueil, quoi. Donc quand j'arrive à la mairie et que je vous vois, vous n'êtes pas au courant que je viens, personne ne vous a dit Non. que je viens pour vous récupérer, quoi, en fait. Non, du tout. On n'a jamais été mis au courant qu'à cette date-là, on partait avec vous. D'accord. C'est chaud quand même, hein? Ah oui, bah oui. C'est-à-dire que là, il y a un petit truc qui pourrait être amélioré, on va dire, hein, du point de vue de la protection de Ouais, un l'enfance. petit peu. Être un peu plus mis au courant, quoi, parce que tu te prends ça, tu fais ah ouais. D'accord. D'autant qu'à cette date-là, tu ne sais toujours pas que vous avez été... Enfin, ce que tu m'expliques, c'est que toi, en tout cas, du 15 ans, soit tu as occulté, soit tu n'es vraiment pas au courant qu'il y a eu une décision judiciaire de placement. Ah non. D'accord. Ce qui paraît assez aberrant dans l'esprit, hein. Parce qu'il me semble qu'il y avait cette histoire de est-ce qu'on allait être placé ou quoi, mais ça n'a jamais été définitif. Il y avait un peut-être, quoi, devant. D'accord. Mais c'est tout. Il y avait un peut-être, ou comme je me souviens de la référente que vous aviez à ce moment-là, que vous n'avez pas gardée très longtemps, qui m'avait effectivement expliqué que ça faisait tellement longtemps que c'était en cours que peut-être vous n'y croyez plus. Donc c'est peut-être ça qui s'est passé. Quelque part, vous avez peut-être un peu occulté, parce qu'effectivement, se dire on va partir de chez les parents, pour un truc qui n'est jamais arrivé, c'est assez violent comme réalité. Donc est-ce que vous ne l'avez pas un peu occulté? Je pourrais pas le dire, je sais pas du tout. D'accord. Mais bon. Donc ça, c'était pour recadrer un petit peu dans quel contexte, comment vous arrivez tous les deux à la maison, et toi en particulier. Et effectivement, nous deux, avec mon épouse, on découvre toi, enfin on te découvre, et on se dit, c'est cool, Alexandre, ça va, il est pas compliqué à vivre, hein. Ah ouais, non. Et ça se confirmera pendant les 5 années que ça va durer. Donc ça, c'était très agréable, on peut le dire. Et en revanche, on découvre évidemment un certain nombre de petits détails, mais qui ont leur importance. Et le premier dont j'ai moi souvenir, c'est la scolarité. Oui. C'est-à-dire que sur le papier, on nous dit Alexandre, il rentre en seconde. Et des enfants placés qui rentrent au lycée, il n'y en a pas beaucoup. Moi, les chiffres que j'ai à ce moment-là, c'est 49% d'une tranche d'âge, enfin 49% des enfants atteignent le lycée, rentrent en seconde. Et en général, quand on rentre en seconde, on finit à un moment ou à un autre par avoir le bac. Sauf que pour les enfants placés, c'est pas 49%, c'est 5%. Donc on se dit, on a affaire à la crème de la crème des enfants placés. Oui. Bon. Donc moi, je suis bien content, parce que ce qui m'a toujours attiré, c'est les ados. Et donc je creuse un petit peu le niveau scolaire, et là je m'aperçois qu'effectivement vous avez eu un collège où il n'y a pas eu trop de suivi, hein, tu en parlais, il y a l'alcoolisme de ton papa, ta maman n'est pas là. Et je me souviens que je te pose une question en plaisantant, parce que tu avais charrié ta sœur d'ailleurs, à qui j'avais posé une question sur les tables de multiplication. Je vois que ça te fait sourire, tu t'en souviens encore. Ouais. Et je le dis pas pour me moquer, mais effectivement, je te pose une question sur une question simple sur les tables de multiplication, et tu te plantes, et en plus, je te demande si tu es sûr, et tu me confirmes que tu confirmes ton erreur. Oui. Et là, je me dis, Et donc, je pose la question à dessein parce que tu as 15 ans, et ce que je constate assez rapidement, c'est que c'est trop tard pour que je t'accompagne dans ton parcours scolaire. T'as déjà 15 ans, tu sais très bien ce que tu veux, et te remettre en question, comme tu le dis, n'est pas simple. Tu as déjà une certaine autonomie, et effectivement, j'arriverai pas, pendant les 5 ans qui vont suivre, à t'aider comme je pourrais t'aider, alors que je sens qu'il y a un potentiel. T'es clairement pas con, hein. Tu serais capable de mieux que ce que tu as fait, mais j'arriverai pas à t'aider, j'arriverai pas à te pousser dans cette direction-là. Ce que je découvre aussi, c'est que vous n'avez pas eu de suivi médical. Oui. Et en particulier, je vais te laisser raconter, mais t'as pas vu de dentiste depuis quelques années, quoi. Oui. Je pourrais pas dire combien de temps, mais on n'a pas eu de suivi tout ce qui est médical, que ce soit dentiste ou bien même médecin,
quand on était malade. Et forcément, bah, nous, à l'époque, quand on était avec notre père, on mangeait un peu n'importe quoi. Quand on avait 1 euro, on allait au magasin acheter du coca ou des trucs comme ça, enfin tout ce qui est sucre, et on se brossait pas forcément les dents parce que l'hygiène de vie bah, était pas top. Ouais. Et on commence à avoir un mal de dents, on dit qu'on a mal à la dent, on dit on va aller au dentiste, mais du coup on n'y est jamais allé, et au final bah, c'était une carie qui s'est propagée, et au final bah, on perd une dent. Donc du coup on a des résidus bah, de la, comment on appelle ça, de la racine de la dent. T'avais une molaire Ouais. en particulier quand je finis par t'amener chez le dentiste parce que quand on est famille d'accueil, on a des enfants qui arrivent, on dit pas allez hop, on va faire un check-up tout de suite, on va vérifier tout, hein, ça se fait pas comme ça. Enfin, je veux dire, ce serait pas très agréable d'abord, ce serait pas mal vécu par les enfants. Donc effectivement, quand tu commences à me dire que t'as mal aux dents, bah je t'emmène chez le dentiste. Et là, le dentiste, il découvre, j'ai envie de dire, l'ampleur des dégâts, quoi. Donc effectivement, il me dit bah là, il y avait une molaire, mais elle est plus là, il y a plus que les racines qui dépassent, quoi. Et puis, il découvre aussi... Pour les canines. Bah, il découvre qu'il te reste, à 16 ans, une canine de lait. Ouais. Il y a eu un petit souci, et c'est gênant parce que bah, c'est symptomatique de ce qui peut arriver aux enfants placés, surtout quand ils sont placés tard comme ça, c'est que bah, si on avait pris le sujet un peu plus en avance, ça aurait pu être pris en charge, mais pour toi, malheureusement, ce ne sera pas pris en charge parce que ta saison révolue. Et bah, l'assurance maladie ne le prend pas en charge tout bonnement, c'est ses règles. Et elle ne peut pas prendre en charge les traitements qu'il faudrait pour qu'on vienne tirer, on va rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer, mais ta canine définitive n'est pas sortie, elle est restée bloquée. Et ça, c'est un traitement qui serait faisable, de venir faire ce qu'il faut pour qu'elle prenne sa place, mais il y en a pour 2 000 €, quoi. Oui, c'est ça. Il y en a pour 2 000 €, mais tu n'es pas pris en charge. Et ce ne sera pas le cas en dépit des démarches, des quelques démarches que je pourrais faire. Donc, tu as 16 ans, et si tu veux que les choses se passent bien, bah, tu as 2 000 € à ta charge. Oui. Autant dire, très compliqué, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a agacé, que ce ne soit pas pris en charge. Oui. Voilà, ça m'a agacé. J'imagine que ça a pu t'agacer toi aussi, sauf que tu as 16 ans, donc effectivement, bon, bah... Ouais. Voilà, on a un peu l'insouciance de la Ouais, jeunesse c'est ça, encore. bon, c'est pas si grave que ça. Voilà. Donc, pendant que tu es chez nous, pendant que tu es accueilli chez nous, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes relations avec tes parents ? Alors pour commencer, mes parents sont divorcés donc, depuis mon plus jeune âge. Et avec ma mère, bon, il n'y a aucune relation mère-fille, quoi. Tout est coupé. Et sinon, avec mon... Mère-fils ? Oui, mère-fils plutôt. Ouais, parce que sinon, c'est bizarre. Et donc, oui, pourquoi les relations sont coupées ? Bah, parce que on n'a pas le... Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est quand même vachement compliqué. C'est plus un besoin que j'ai d'avoir contact avec elle. Bah, au-delà du besoin que tu as d'avoir le contact avec elle, il y a surtout une histoire qui se passe avant le placement, mais que je vais aborder plus en détail avec ton frère aîné, que je vais interviewer juste après, mais il y a une histoire complexe, un peu tragique, qui fait que ta mère a perdu une partie de ses droits sur vous. C'est-à-dire qu'il y a eu un jugement qui l'interdit de reprendre contact avec vous. Donc de toute façon, il ne peut pas y avoir de contact. En tout cas, pas de elle vers vous. Oui, pendant le placement, oui, jusqu'à notre majorité, c'est comme ça. Ouais. Et avec ton père ? avec mon père, ça s'est toujours bien passé, entre guillemets, malgré le fait qu'il était alcoolique, ce qui a forcément, pendant certaines phases où l'alcoolémie devenait très dure pour nous, c'était très difficile de vivre avec lui, même pendant nos week-ends qu'on avait le droit d'être chez lui, certaines fois on disait non, qu'on n'y allait pas parce que c'est compliqué de voir son père complètement bourré du matin au soir, quoi. Mais sinon, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. C'est la question que j'allais te poser. En quoi est-ce que c'est compliqué de façon pratique ? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de le voir par moment ? Parce qu'il y a eu des moments où, effectivement, vous étiez censé y aller le week-end, ou parfois des journées, et puis tu ne veux pas y aller. Pourquoi tu ne veux pas y aller en pratique ? Qu'est-ce qui se passait qui faisait que tu ne voulais pas le voir ? C'est juste, la situation ne changeait pas, quoi. On est enfant placé, donc on est dans un milieu qui est bon pour nous, entre guillemets, et on retourne à la source du problème où
voir que son père il est juste allongé, il n'est pas capable de faire à manger, enfin on fait pas grand chose avec lui quoi. C'est juste d'y retourner pour y retourner quoi à ce stade. Pendant les 5 ans où tu es chez nous, de toute façon, il y a eu des décisions, des périodes où les droits de visite étaient interrompus. De toute façon, vous n'aviez plus le droit d'y aller. Je me souviens notamment d'un moment où il n'y avait plus le chauffage à la maison. Oui. Parce que le problème de l'alcoolisme, c'est que ça a un impact sur les revenus, forcément. Donc il y avait ça aussi. Mais ce que tu dis surtout, c'est que tu n'as pas envie de voir... C'est pas que tu l'aimes pas, mais tu n'as pas envie de le voir dans cet état, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est juste l'état d'une personne alcoolique, quoi. C'est pas ce qu'on veut voir, surtout quand on est jeune. D'accord. Au-delà des difficultés pratiques du quotidien, ça t'attriste? Oui, ça fout un peu sur le moral, quoi. Ça donne pas envie d'être là-bas, quoi. Ouais. Ok. Et au début, d'ailleurs, vous vivez tous les 5 sous le même toit. Oui. Donc, tes 2 frères, ta sœur et ton père. Oui. D'accord. J'imagine que ça engendre des tensions, en plus. Oui. Ça peut être compliqué. Ça engendrait pas mal de tensions. Ouais. Avec lui? Avec lui, oui, forcément. Et entre frères, quoi, ça... Des fois, on n'est pas d'accord sur quelque chose et quand l'ambiance, elle est pas bonne à la maison, tout le monde se met un peu dessus, quoi. Alors, il faut le préciser quand même que vous êtes dans une famille, vous avez un père qui certes est alcoolique, mais qui n'est pas agressif de ce fait, qui n'est pas violent. Ouais, non, du tout. Il n'a jamais été agressif, ou le peu qu'il a été, c'était une baffe, quoi. C'est jamais arrivé vraiment en mode bagarre, quoi. Ouais. Oui. D'accord. Vous n'avez jamais été violenté? Non, on n'a jamais été violenté par notre père. D'accord. Faut le préciser. Oui. C'est important quand même. C'est sûr. Et avec tes frères et sœurs, ça se passe bien pendant le placement? C'est-à-dire tu as des contacts avec eux? Oui, on a toujours eu des contacts ensemble parce que malgré tout ça, on a toujours été très famille, enfin très soudés entre nous. Parce que forcément, quand on est tous dans les mêmes problèmes, ça... ta sœur de toute façon est ici, avec toi. Oui, dans tous les cas, oui. Je me souviens que pendant tous les 5 années de l'accueil, tu as toujours des rapports, en particulier avec ton frère aîné. Oui. Parce que je me souviens que vous passiez pas mal de temps, notamment à jouer un certain jeu de voiture-foot. Ça avait tendance à me faire sourire. Oui. Donc vous étiez pas mal en contact, toujours. Notamment via Internet. Pendant ton accueil chez nous, et en particulier parce que tu es déjà grand quand tu arrives, tu as 15 ans, il y a une chose que mon épouse et moi, qui nous intéresse et sur laquelle on veut insister, c'est la préparation à ton autonomie. Parce que à peine ta majorité passe-t-elle le bout du nez, à peine arrive-t-elle, dès 17 ans et demi, certaines personnes envisagent que l'accueil s'arrête, quoi. Ce qui nous paraît pas, nous, opportun, compte tenu du fait que, d'abord, tes études ne sont pas terminées, tu iras quand même jusqu'à un niveau Bac+2. Et puis, on te sent pas prêt à ça. La gestion de la paperasse inhérente à la vie d'adulte, c'est pas ton kiff, hein? Non. Personne n'aime ça, après. Très clairement. Il y en a qui aiment pas ça, et puis, mais qui font quand même. Et toi, tu fais pas trop, quand même. Non. Et puis, il y a surtout une chose qui nous paraît essentielle, c'est que tu passes le permis, hein, tu m'as vu arriver de très loin. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a beaucoup insisté parce qu'il faut le dire, ça t'a pris 3 ans quand même. Oui. Et tu l'as aujourd'hui. Oui. Et nous, ça nous paraissait très important, alors en le disant plus sérieusement, parce qu'on a vu beaucoup d'enfants partir sans l'avoir. Et le souci des enfants placés quand ils arrivent à l'âge adulte, c'est que ils sont obligés de s'assumer plus vite que les autres. Ils n'auront pas le même soutien familial et ils se retrouvent dans une situation où passer le permis alors qu'il faut gérer tout le reste en même temps devient compliqué. Et souvent le permis, il passe à la trappe pour cette raison-là. Or le permis, c'est un sésame. Si on n'a pas le permis aujourd'hui dans notre monde actuel, surtout quand on vit à la campagne, on peut pas dire qu'on soit dans un département
très urbanisé, c'est essentiel, quoi. C'est essentiel. C'est essentiel pour travailler, c'est essentiel pour tout un tas de raisons. C'est encore plus essentiel quand on a des enfants. Et donc oui, on a bien insisté. On était content quand on a su que tu l'avais. Donc finalement, tu restes chez nous jusqu'à ce que tu aies 20 ans révolus. Oui. Et après, nous, on est comme ça. Hein, on te voit partir. D'ailleurs, on te garde un mois de plus. On se dit, ah, il est bien chez nous. Et puis, on a envie de te voir rester, Ah oui, très clairement. Hein, parce que t'as beau pas être notre fils, bah, on t'aime. Hein, Oui, ça je sais. très clairement. Je vais essayer de te faire un câlin à la fin de l'interview. Profite. Ah ouais, bah oui, j'en profite. Et donc on suit un petit peu ton parcours, mais de loin, ça fait pas très longtemps que tu es parti, et on s'inquiète un petit peu de ce que ça va devenir, et puis on s'inquiète de tous les points de vue, et notamment parce que on se demande ce que tu vas faire comme boulot finalement, on peut le dire, tu n'as pas eu ton diplôme finalement, tu as un niveau Bac+2 mais tu n'as pas eu ton diplôme, et on se demande ce que tu vas devenir. Alors qu'est-ce que tu es devenu après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Là actuellement, donc, je travaille depuis septembre dans le nettoyage agroalimentaire. Donc, en gros, je m'occupe du nettoyage après tout ce qui est les lignes de création de nourriture, enfin de viande plus précisément. Et moi, je passe après tout le monde et je nettoie pour que tout soit propre et tout soit homologué pour que la viande soit toute bonne et toute fraîche. Voilà. Alors c'est une chose pour laquelle, enfin je ne doutais pas une minute parce qu'on t'avait vu travailler, on t'avait incité à ce que tu fasses des petits boulots pendant que tu étais lycéen, notamment ça a commencé pendant le confinement en 2020. Tu es lycéen à ce moment-là, et puis tu es allé bosser dans l'usine qu'il y avait à côté, hein, le village d'à côté, puis on a très vite vu que ça se passait bien, et qu'à chaque fois, tu étais responsable, que tu étais toujours repris par l'entreprise. Et s'il y a bien une chose qui nous a jamais inquiété pour toi, c'est ça, ton professionnalisme, même jeune, même pas encore majeur, pour ce qui concernait le travail. Donc c'est quelque chose qui nous a toujours rassurés. Il y a une autre chose qui, en revanche, m'inquiétait, moi, à titre personnel, c'est que ton histoire a eu un impact sur ta vision, ta façon d'envisager l'amour des autres et ta façon d'envisager l'amour. Oui. Qu'est-ce que tu veux en dire, comme ça, avant même que je dise quoi que ce soit? J'ai jamais été quelqu'un qui recherchait forcément une personne pour être avec. Je suis jamais couru après des filles pour essayer ou quoi que ce soit. Moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Vous avez connu du coup deux de mes copines. Et avec la première, ça n'avait pas fonctionné parce que je pensais que c'était de l'amour, mais au final, c'était pas vraiment ce que je pensais. Et j'ai du coup compris ça que récemment, ce que représentait vraiment l'amour. Et que quand tu aimes quelqu'un, c'est... Même aujourd'hui, je sais pas trop comment l'expliquer, mais de toute façon, ça a toujours été compliqué l'amour, mais... Pour tout le monde, hein. Oui, pour tout le monde, ouais, c'est sûr. Mais ouais. En fait, ce qui m'inquiétait était... Alors, il y a un côté trivial, parce que c'est vrai j'avais une curiosité, évidemment, pour les relations que tu peux avoir avec tes copines. Curiosité triviale, hein, forcément, puis j'aime bien chambrer, donc forcément j'avais cette curiosité-là, mais la curiosité, elle était surtout, c'était plus une forme d'inquiétude, parce que tu m'as dit, notamment après, quand tu étais sur la fin de ton accueil, on parlait de temps en temps des relations que tu peux avoir avec ta famille, et en particulier avec ton père, et il t'est arrivé de me dire que tu savais pas si tu les aimais. Oui. Et ça, dans la mesure où il y a un parcours compliqué, familial compliqué, avec une maman que tu n'as pas vue ou peu vue pendant ton enfance, c'était quelque chose qui était susceptible de m'inquiéter parce qu'effectivement, on se dit quel impact ça peut avoir ensuite sur la façon que tu vas avoir d'accepter l'amour des autres et de pouvoir en donner. Et ça peut avoir un impact à long terme, en tout cas c'est moi la question que je me posais. Parce que une des choses en tant que famille d'accueil contre lesquelles on essaye de lutter, c'est la reproduction
des comportements d'une génération à l'autre, si tu veux. Donc on se dit, il n'a pas eu beaucoup d'amour, et sera-t-il capable d'en donner, et sera-t-il capable d'accepter d'en recevoir? D'accord? Et quand tu nous parlais de ça, et je le dis très sérieusement, bah oui, ça m'inquiétait. D'accord? Très récemment, j'ai été moins inquiet, parce qu'effectivement, là, plus en souriant, on suivait un peu l'histoire des histoires amoureuses, en fait. Et on apprend très récemment, effectivement, que ta copine, Oui. qu'on a connue, qui est passée à la maison, ça avait l'air d'être plus que juste une amourette de printemps. Oui. Et ça nous rassure beaucoup. Enfin, moi, ça me rassure. Au-delà du fait qu'effectivement, je te pose des questions en te chambrant un petit peu pour savoir où ça en est, ça me rassure parce que je me dis, bah oui, tiens, lui qui nous disait qu'il sait pas ce que c'est que l'amour, il est quand même allé la chercher à l'étranger, quoi. Oui. Et on fait pas ça juste comme ça, par gaudriole, hein. D'accord? Donc ça, c'est rassurant. Pour moi, je trouve ça rassurant. Donc effectivement, il y a quand on te parle de tes amours au sens large, hein, oui. L'amour familial, filial et compagnie, moi, ça m'inquiète, forcément. Enfin, je me pose des questions, j'ai envie que ça se passe bien. Enfin, comme je te dis, on t'aime, on fait pas famille d'accueil par hasard. C'est-à-dire, il est difficile de s'occuper d'enfants qu'on n'aime pas. Donc, il y a des choses qu'on ne peut faire que par amour, hein, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et quand il n'est pas accepté, ça devient compliqué. On l'a déjà vécu. Toi, ça se passait bien, mais alors effectivement, comme t'es un homme, oui. Les hommes, ça parle pas toujours trop. Et en même temps, toi, si, quand même, parce qu'on te posait des questions, on était chambrés un peu. Bon, de temps en temps, je me faisais reprendre par ma femme qui me disait « Ah, tu vas trop loin, t'en demandes trop, ça te regarde pas. » Il y avait quand même une communication sur ce sujet-là, donc c'était rassurant, mais c'est vrai que récemment, ça m'a rassuré encore plus, quelque part. Oui, je te vois aller à l'autre bout du monde, façon de parler. Bon, si on peut le dire quand même. Alors que 6 mois plus tôt encore, tu me dis que tu sais pas forcément ce que c'est que l'amour, je me dis tiens, il a dû apprendre entre-temps. D'ailleurs, tu le dis toi-même, tu viens de le dire. Ah oui, clairement. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est rassurant. Quel regard tu jettes sur ton parcours dans son ensemble et en particulier vis-à-vis de la protection de l'enfance? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu qu'il se passe mieux? Je parle là de l'ASE, quoi, grosso modo, hein, l'institution protection de l'enfance. Qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que ça s'est bien passé? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui auraient pu mieux se passer? Ou au contraire, est-ce que tu trouves que tout s'est bien passé, que ça aurait... Bah, ça s'est plus ou moins passé, enfin bien passé plutôt. C'est sûr, il y aurait des choses qui auraient pu être améliorées. Après... Comme quoi exactement. Je pense que les enfants soient plus écoutés sur certaines choses, parce que ça garde un peu le statut de « je suis adulte, c'est moi qui prends les décisions pour toi », alors que ça se trouve, ça ne correspond pas exactement à ce que l'enfant a besoin. Là, tu parles des décisions prises par ton référent, ton éducateur, oui. Quoi, grosso modo. Ouais. Quoi comme décision? Tu as un exemple à donner? À partir du moment où... moi, j'étais encore en études, ils disaient, bon, 17 ans et demi, bientôt majorité, on va arrêter là, quoi, on va te prendre un appartement de jeunes travailleurs, etc. Tu vas aller là-dedans, puis hop, tu commences ta vie d'adulte, quoi. Alors qu'ils n'avaient pas demandé en amont si j'avais des perspectives pour plus tard, pour continuer mes études, donc par exemple partir sur un BTS, que j'ai fait du coup, où j'ai dû demander à continuer mon contrat jeune majeur. Et ils n'étaient pas vraiment... ils ne regardaient pas là-dessus, quoi. C'est vraiment tant qu'il peut se débarrasser, entre guillemets, de nous. Je dis pas ça péjorativement, mais c'est un peu comme ça qu'on le vit, je pense. Tu as eu la sensation qu'ils t'auraient bien... Si tu n'avais pas demandé, si tu n'avais pas insisté pour avoir un contrat jeune majeur, tu as eu la sensation qu'ils n'auraient pas insisté pour... Alors qu'ils savaient que tu voulais faire des études supérieures. C'était prévu pour... D'accord. C'est l'impression que tu as eu. Oui. D'accord. T'as d'autres non. choses à dire sur ce sujet-là? Non, pas trop. D'accord. Globalement, ça s'est pas trop mal passé, oui, je veux dire. Sinon, ça s'est bien passé dans la globalité, quoi. D'accord. Parce qu'il faut dire que c'est pas un métier facile d'être éducateur d'enfants, très clairement, il faut le dire aussi. Et effectivement, ça m'est arrivé d'avoir la même impression que toi, que parfois vous auriez été plus écouté. Enfin, vous auriez pourriez être plus écouté. Et moi, il y a une chose qui me dérangeait aussi dans ton suivi, en particulier après ta majorité, c'est le fait que, en tant que famille d'accueil, alors qu'on est clairement la personne qui te connaissait le mieux,
au sein de l'institution protection de l'enfance, c'est que j'étais écarté quasi systématiquement des réunions qui te concernaient. Je me souviens qu'une paire de fois, tu étais convoqué pour justement une fois par an ou une fois tous les 6 mois faire le point sur ton contrat jeune majeur. Et je me souviens de ton éducateur qui m'a répondu non, vous n'êtes pas convoqué, on ne peut pas obliger Alexandre à accepter que vous soyez là. Ce qui me paraissait aberrant dans l'esprit, dans le sens où il y a un contrat jeune majeur, la collectivité, donc quelque part, les contribuables ont mis des sommes non négligeables sur la continuité de ta prise en charge, qu'on attende juste que tu dises oui ou non, alors que là, surtout, la question ne t'était même pas posée. Ça me paraissait aberrant dans le sens où effectivement j'avais des choses à dire. Alors j'ai un petit peu insisté par moments pour être là et puis je voyais à chaque fois qu'en plus, heureusement que j'étais venu parce qu'un certain nombre de choses n'étaient pas sues de tes référents, quoi, et des gens qui te recevaient. En particulier par rapport au permis, par rapport à ce que tu avais envie de faire. Et puis, malheureusement, c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est capable d'expliquer très clairement ce qu'on veut. Il y a des restes d'enfance, on n'est pas forcément à l'aise, surtout quand on est dans une réunion avec 2 adultes qui, eux, savent très bien ce qu'ils veulent. Ah oui, clairement. Donc ça m'embêtait. On arrive un peu sur la fin de ton témoignage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a un sujet, un message que tu voudrais faire passer ? Bonne question. Elle est facile, ma question. Ouais. C'est l'ouverture, ça. C'est pour partir un peu plus loin. Alors, je t'en pose une autre. Comme ça, tu as le temps de réfléchir à celle-là. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir la sensation que le statut d'enfant placé... est-ce que tu as eu la sensation parfois que tu étais moqué ou que tu étais mis sur la touche par la société ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'on te regardait d'une autre façon parce que tu étais enfant placé ? Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Je sais que... tu m'en avais parlé que forcément, il y a des gens qui peuvent avoir des a priori par rapport à ça, ce qui est tout à fait normal. Et moi, vu que j'ai jamais eu honte d'être enfant placé, je le montrais suffisamment à tout le monde. Par exemple, quand j'avais fait mon premier job à 17 ans, dans l'usine, j'étais arrivé là-bas sans toute la paperasse qu'il faut, puis j'avais directement dit je suis enfant placé, etc. J'ai besoin de sous pour payer mon permis, etc. Et il n'y a plus d'a priori par rapport à ça, quoi. Ils m'ont embauché pratiquement direct parce que j'ai montré que j'étais motivé. Et je pense qu'il faut casser le fait que être enfant placé, c'est pas une honte, ou bien c'est pas quelque chose de forcément négatif, même s'il y a tout ce qui suit avant, qui aide pas forcément, mais... Alors qu'est-ce que tu veux dire par tout ce qui suit avant ? Les problèmes qu'on a eus, forcément, quand on arrive à être enfant placé, c'est qu'il y a eu des problèmes, ce qui est normal. Et faut pas en avoir honte, justement, on peut en tirer, je pense, une force. Après, quand plus tard on sera grand, on s'en sera sorti, on regardera derrière, on dira quand même je suis parti de là, puis j'arrive à là aujourd'hui. Et effectivement, les enfants placés ont à gérer des problèmes qui ne sont pas les leurs, qui les mettent dans des difficultés parfois dramatiques, et effectivement, quand ils s'en sortent, ils peuvent être fiers d'eux. Oui, très clairement. Pour conclure, d'abord je voudrais te remercier d'avoir accepté de partager ton expérience. Et puis je voulais te faire un câlin, mais non, en fait, on va rester entre nous. Je le ferai après. Non, c'est pas écrit, ça. C'est pas obligé, le câlin. Si, je l'ai écrit. J'ai écrit « Il n'est pas exclu qu'à la fin, j'essaye de te faire un câlin ». Ah ouais. Ouais. J'arrive pas à lire à l'envers. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».